L'intelligence artificielle, style ChatGPT, ça débarque en force dans nos écoles, dans nos universités. Et franchement, entre l'enthousiasme, parfois un peu débordant, et puis des craintes bien légitimes, c'est pas facile de s'y retrouver. Aujourd'hui, on va plonger dans les sources, des études académiques, des articles de presse, même des listes d'outils pour essayer de démêler un peu le vrai du faux. L'idée, c'est de comprendre ce qui change vraiment pour les enseignants, pour les élèves et pour tout le système éducatif, quoi. On va regarder ensemble ce que c'est, l'IA, dans ce contexte précis de l'éducation, comment ça transforme le rôle des profs, leurs nouvelles tâches, mais aussi leurs appréhensions. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour l'apprentissage des élèves, pour leurs compétences et toutes les questions d'éthique que ça soulève. On va aussi jeter un œil à des outils concrets, à des discussions sur la gouvernance de l'IA et même comment ça pourrait redéfinir notre propre intelligence. On a pas mal de documents sous la main, ça va de revues systématiques à des reportages, en passant par des comptes rendus de conférences internationales. Prêt à décortiquer tout ça? Alors, commençons simple. De quoi on parle exactement quand on dit IA en éducation? C'est quoi le truc? Bah, fondamentalement, il s'agit de technologies qui essaient de simuler certaines capacités humaines. Le raisonnement, l'apprentissage, des choses comme ça. Plusieurs études le soulignent bien. Pour l'éducation, on parle surtout d'IA qu'on appelle étroites ou faibles. C'est-à-dire, ce sont des IA qui sont conçues pour des tâches très spécifiques. Pensez aux chatbots qui aident pour les devoirs, aux outils d'aide à la correction ou aux systèmes qui recommandent des contenus adaptés à chaque élève. Derrière tout ça, techniquement, on trouve des méthodes comme l'apprentissage automatique, le fameux machine learning, ou l'apprentissage profond, le deep learning. Ces systèmes, en gros, ils analysent d'énormes quantités de données pour apprendre. Une étude de Riski détale ça assez bien. Il y a aussi d'autres approches, l'analyse prédictive pour essayer d'anticiper les difficultés d'un élève, par exemple, ou le traitement du langage naturel, qui permet aux machines de comprendre et de générer du texte. D'ailleurs, il y a même un domaine de recherche assez pointu qui émerge, l'AISI, Artificial Intelligence Learning Science. Là, on croise l'IA et les sciences de l'apprentissage, parfois même en utilisant des données biométriques, comme l'activité cérébrale mesurée par EEG, pour analyser finement comment on apprend. C'est assez fascinant. D'accord. Donc c'est pas juste un seul gros bloc IA, mais plutôt toute une panoplie d'outils, de technologies différentes. Exactement, une vraie boîte à outils. Et ça évolue à une vitesse folle. J'imagine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire une distinction importante, comme le rappelle Multu Kukurova dans ses travaux. Le traitement de l'information par l'IA, même quand c'est très performant, on entend parfois parler de perroquet stochastique pour les grands modèles de langage. Ah oui, j'ai entendu ça. Ben voilà, ça, ce n'est pas l'intelligence humaine. L'IA peut être incroyable pour prédire le prochain mot dans une phrase, parce qu'elle a vu des milliards d'exemples, mais ça ne veut pas dire qu'elle comprenne le sens profond, les nuances, le contexte, comme un humain le ferait. C'est une différence clé, vraiment. Très clair. Et ça nous amène direct à la question qui taraude beaucoup d'enseignants, j'ai l'impression. Est-ce que l'IA va les remplacer? Qu'est-ce que les sources nous disent sur l'avenir de leur métier? Alors là-dessus, les sources semblent plutôt converger. On parle moins de remplacement que d'une transformation profonde du rôle de l'enseignant. C'est ce qui ressort de plusieurs revues de littérature, des propos de gens comme Salkan de la Khan Academy ou des analyses d'experts comme Kukurova. L'IA est vue davantage comme un assistant, un allié potentiel. Des ressources comme celle du site L'école branchée vont aussi dans ce sens. Un assistant, un allié. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Concrètement, ça ouvre quelles portes pour les enseignants? Quelles opportunités? Elles sont nombreuses en fait. Plusieurs aspects du métier sont concernés. D'abord, l'automatisation des tâches, tout ce qui est un peu lourd, chronophage. La préparation de cours, la correction de certains exercices, la communication avec les familles. L'IA pourrait vraiment alléger ça. Par exemple, on cite l'outil Canmigo qui permettrait de planifier une semaine de cours en quelques minutes ou de réduire drastiquement le temps de correction de dissertation. Une étude menée auprès d'enseignants estoniens a montré ce potentiel gain de temps. Et il y a plein d'outils comme Magic School ou Education Copilot qui visent spécifiquement cet objectif. D'accord. Donc moins de temps sur l'administratif ou les corrections répétitives. C'est l'idée, pour libérer du temps pour autre chose. Ensuite, et ça c'est peut-être le plus prometteur, la personnalisation de l'enseignement. L'IA peut aider à analyser le niveau de chaque élève, à repérer ses difficultés, parfois même ses erreurs de raisonnement, et du coup proposer des exercices ou des ressources vraiment adaptées. C'est un point fort souligné par pas mal de chercheurs.
Un outil comme Diffit, par exemple, qui adapte un même texte pour différents niveaux de lecture, c'est une bonne illustration. Ça permettrait d'adapter vraiment le parcours à chacun. Tout à fait. Troisième point. L'IA peut aussi, disons, augmenter les capacités de suivi de l'enseignant. Certains systèmes permettent de voir la progression des élèves quasiment en temps réel, voire même de comprendre un peu leur cheminement de pensée quand ils résolvent un problème avec l'IA. L'outil Canmigo prétend offrir ce genre de suivi à ses fins. Et bien sûr, il y a l'accès à une banque quasi infinie de ressources, d'idées pédagogiques, et enfin, un aspect peut-être moins évident mais important, l'IA comme outil de développement professionnel pour les enseignants eux-mêmes. Une revue de Valéran et Hamel explore comment l'IA pourrait donner des retours personnalisés aux profs, basés sur l'analyse de leurs cours, par exemple, ou fournir des données pour qu'ils réfléchissent à leurs propres pratiques. Des chercheurs ont même développé des systèmes d'évaluation ou de coaching pour enseignants, basés sur l'IA. Certains pensent même que ça pourrait compléter le mentorat entre collègues. Bah oui, le potentiel semble effectivement énorme. Alléger la charge, mieux cibler l'aide aux élèves, même pour sa propre formation. Mais j'imagine que ce tableau a aussi son revers. Quelles sont les craintes, les obstacles qui ressortent? Ah ben oui, absolument. Et les sources sont très claires là-dessus, les défis sont nombreux et sérieux. Le premier, et c'est souvent cité comme un obstacle majeur, c'est le manque de compétences. Beaucoup d'enseignants se sentent un peu démunis. Ils manquent de formation, à la fois sur le plan technique, comment utiliser ces outils, mais aussi sur le plan pédagogique, comment les intégrer de façon pertinente dans leur enseignement. Ça revient dans plusieurs études. Valéran et Hamel insistent vraiment sur ce besoin urgent de formation. Il faut acquérir de nouvelles compétences, savoir bien formuler ses demandes à l'IA, ce qu'on appelle les prompts. Un guide de Carvache explique ça, ou même développer un leadership numérique dans l'école. Donc un gros besoin de formation, de monter en compétences. Exactement. Ensuite, il y a toutes les préoccupations éthiques. C'est un énorme morceau. La confidentialité des données des élèves, leur sécurité, c'est une inquiétude majeure. Les biais potentiels des algorithmes aussi, si l'IA reproduit ou amplifie des stéréotypes. Le manque de transparence. Comment fonctionnent ces outils exactement? Sur quelles données ont-ils été entraînés? Ce sont des questions cruciales et légitimes. On les retrouve partout, dans des études générales, dans des contextes plus spécifiques, comme le monde arabe, où le cadre légal est parfois flou, ou dans des enquêtes d'opinion au Québec, par exemple. En Europe, on a le RGPD qui donne un cadre pour la protection des données, mais ailleurs, les approches sont très variables. Une étude de Mocadem le montre bien. Donc oui, besoin urgent de lignes directrices éthiques claires et de former tout le monde à ces enjeux. C'est une recommandation forte, y compris de l'ONU. Formation éthique. Ce sont déjà de gros défis. Y a-t-il d'autres freins identifiés? Oui, il y a aussi des freins plus psychologiques, on pourrait dire. La résistance au changement, tout simplement. Apprendre à utiliser ces nouveaux outils, ça demande un effort initial. Tout le monde n'a pas forcément envie ou le temps. Il y a aussi un manque de confiance envers la technologie, parfois. La crainte d'être jugé par l'IA, surtout si elle est utilisée pour évaluer les pratiques enseignantes. Et puis, les attentes sont parfois un peu démesurées, ce qui peut mener à la déception. Ces barrières socio-psychologiques, Kukurova en parle. Des études montrent que la confiance envers l'IA, ça ne se décrète pas, ça se construit. Le facteur humain, la confiance, c'est clé. Absolument. Et ça rejoint un autre défi fondamental. Comment on préserve justement la dimension humaine de l'enseignement? Trouver le bon équilibre entre laisser l'élève travailler en autonomie avec l'IA et maintenir le soutien relationnel, pédagogique de l'enseignant, c'est délicat. Il faut veiller à ce que l'IA reste un outil au service de la pédagogie et de la relation et qu'elle ne la déshumanise pas, qu'elle ne dicte pas tout. Du coup, l'enseignant devient peut-être moins celui qui transmet le savoir de façon frontale et plus un architecte, un orchestrateur d'expériences d'apprentissage, un facilitateur. C'est une redéfinition assez profonde du métier finalement. Complètement. Le cœur même du métier est touché. Très clair. Cette transformation du rôle enseignant est donc vraiment centrale. Alors, si on se place maintenant du côté des élèves, des apprenants, pour eux, qu'est-ce que l'IA change concrètement au quotidien? L'impact est tout aussi significatif. Et là aussi, c'est un mélange d'opportunités et de risques. Côté avantage, on met souvent en avant l'apprentissage personnalisé. C'est un peu le Graal, hein. Les tuteurs IA comme Canmigo ou les plateformes adaptatives, il en existe depuis un moment, comme Alex ou Cognitive Tutor, ce qu'on appelle les systèmes tutoriels intelligents.
les STI. Ces systèmes peuvent proposer des parcours sur mesure, des exercices adaptés au niveau de chacun, donner des retours immédiats, et ça peut aider à repérer vite les élèves en difficulté. L'efficacité de ces STI, elle est plutôt bien documentée dans la recherche, Kukurova en parle aussi, et beaucoup d'outils récents cherchent à pousser cette personnalisation encore plus loin. Donc un apprentissage plus individualisé, plus réactif. C'est l'idée. L'IA peut aussi jouer sur l'engagement et la motivation. Certaines études suggèrent qu'elle peut stimuler l'implication des élèves dans les tâches, leur donner envie d'apprendre. On voit des outils qui utilisent la gamification, le jeu, comme Blueket, Quizzes, qui intègrent des fonctions IA pour rendre ça plus fun, plus adaptatif. Il y a même des recherches sur la littérature jeunesse numérique interactive pour voir comment capter l'intérêt des plus jeunes. Rendre l'apprentissage plus engageant, c'est sûr que c'est un plus. Oui. Et puis, il y a l'accès facilité à l'information et l'aide à certaines tâches. L'IA peut aider à chercher des infos, à traduire, à améliorer un texte. Une étude sur des étudiants marocains montrait qu'ils utilisaient déjà pas mal l'IA pour ça. Il y a des outils spécialisés comme Consensus ou Elicit pour la recherche académique. On trouve aussi des plateformes avec des cours gratuits. Et puis les simulations interactives comme Faites en sciences, même si ce n'est pas toujours de l'IA générative, ça offre des environnements d'apprentissage très riches. Potentiellement, on pense aussi que l'IA pourrait aider à développer des compétences importantes comme l'autonomie, l'autorégulation ou la résolution de problèmes complexes. Mais, voilà, on y vient. Quels sont les risques pour les élèves ? Le premier risque, et il est souvent mentionné, c'est la dépendance excessive. Le risque que les élèves deviennent trop dépendants de l'outil. Si l'IA fait tout le travail ou donne la réponse trop vite, ça peut freiner le développement de leur esprit critique, de leur créativité, voire même de compétences de base comme la lecture attentive, profonde. L'étude de Risky pointe bien ce danger, dépendance et base de la pensée critique. Une autre étude, sur la lecture numérique, s'inquiète aussi d'un possible déclin de la lecture papier, peut-être plus exigeante. Le risque de devenir un peu paresseux intellectuellement, en somme. C'est un peu ça, oui. Un autre enjeu majeur, c'est l'usage éthique. Il faut absolument éduquer les élèves à utiliser ces outils de manière responsable. Ça veut dire quoi ? Déjà, ne pas tricher, évidemment. On note que certains outils essaient d'intégrer des fonctions de détection de la triche, mais ça va plus loin. Comprendre que les IA peuvent avoir des biais, apprendre à les repérer, à évaluer l'information qu'elles donnent. Une étude a montré que même des étudiants en commerce avaient une conscience éthique assez limitée face à l'IA. D'où l'importance, comme le dit Alaa Kadil, d'une vraie éducation aux médias et à l'IA. Savoir utiliser l'outil, mais aussi savoir le critiquer. Exactement. Et puis, il y a la fracture numérique. Ça reste une préoccupation énorme. L'accès inégal aux technologies, mais aussi aux compétences pour bien s'en servir, ça risque de creuser encore plus les inégalités scolaires. Plusieurs sources le soulignent. Un risque d'école à deux vitesses, accentué par l'IA. Oui, c'est un vrai danger. Enfin, dernière chose, la fiabilité et la qualité de ce que produit l'IA. Ces systèmes peuvent se tromper, générer des erreurs factuelles, propager des biais qui viennent de leurs données d'entraînement. Elles peuvent manquer de nuances ou sortir des textes très génériques, sans grande originalité. On l'a dit, Kukurova parle de perroquet stochastique. D'autres études montrent les limites de l'IA dans des domaines créatifs comme le design. Donc, la compétence clé pour les élèves, ça reste l'évaluation critique. Vérifier l'info, ne pas tout prendre pour argent comptant, c'est fondamental. C'est vrai qu'on a cité pas mal d'outils au fil de la discussion. Canmigo, Magic School, Diffit, les sources en listent des dizaines et des dizaines. On a l'impression d'une véritable explosion, là. Ah oui, c'est foisonnant, hein. Le répertoire proposé par l'école branchée, par exemple, il est impressionnant. Il y en a pour tout, pour l'aide à la rédaction, Anti-Dodge, bien sûr, mais aussi des outils comme Quillbot. Pour la traduction, DeepL est très populaire. Pour la recherche d'infos, surtout académiques, Consensus, Elicit. Il y a les grandes chatbots généralistes, ChatGPT, Gemini de Google, Poe qui en regroupe plusieurs. Pour créer des images, Firefly d'Adobe, Canva qui a son module IA, Copilot Designer de Microsoft qui intègre DALL-E. Pour les profs, des assistants pour planifier les cours, Magic School, EduHide, pour créer des quiz, Quizlet, Quizzes, Blueket ajoute des fonctions IA. On trouve même des outils pour faire des vidéos à partir de textes, comme Agen, ou pour faire de l'auto-coaching personnalisé basé sur l'IA, comme ce Future You AI Coach. Et il ne faut pas oublier les ressources plus classiques, mais numérisées et interactives, comme les simulations faites en sciences. C'est vraiment une offre pléthorique.
Oui, une vraie jungle d'outils. Et face à cette prolifération et tous ces impacts dont on a parlé, où en est-on des règles du jeu, de la gouvernance de tout ça? Ça a l'air d'être un peu le Far West, non? C'est un peu ça, oui. C'est un énorme chantier en construction. Sur la gouvernance, les sources sont unanimes. Il y a un besoin criant de cadres réglementaires clairs. Une étude de Samara Macha, par exemple, analyse les défis dans les écoles du monde arabe, où souvent il n'y a pas de loi spécifique pour l'IA en éducation. Elle regarde comment l'IA bouscule les principes de bonne gouvernance scolaire, la transparence, la responsabilité, et elle mentionne les recommandations de l'ONU qui poussent pour des standards internationaux. Une autre étude compare l'approche européenne avec le RGPD à d'autres modèles dans le monde. Ça montre bien qu'il n'y a pas encore de consensus global sur comment réguler tout ça. Donc, beaucoup d'incertitudes sur les règles à appliquer. Énormément. Et l'éthique, on y revient toujours, c'est vraiment le fil conducteur de toutes ces préoccupations. La confidentialité des données, c'est le souci numéro un pour le grand public, comme le montre une enquête québécoise. Les biais des algorithmes, la question de la responsabilité en cas de problème, le besoin de transparence, ce sont les points centraux qui reviennent partout. Dans l'étude estonienne avec leur cadre FATE, Fairness, Accountability, Transparency, Ethics, dans des revues de littérature, dans des guides pratiques sur l'éthique de l'IA. Et ça pose des questions très concrètes. Par exemple, comment on cite correctement une source générée par IA dans un travail scolaire? Les guides de style comme l'APA commencent à donner des pistes. L'éthique qui doit irriguer toutes les réflexions. Absolument. Et au-delà de l'école, l'IA a un impact culturel plus large. Elle change nos normes sociales sur la vie privée, par exemple. Nos interactions ont plus de numérique, peut-être moins de face-à-face. Le monde du travail, l'art même. Des chercheurs analysent tout ça. Certains pointent aussi comment l'IA amplifie le rôle des réseaux sociaux comme outil d'influence, le fameux soft power, avec tous les risques de manipulation que ça comporte. C'est fascinant et un peu vertigineux tout ça. Alors, si on essaie de prendre un peu de hauteur, de regarder au-delà de l'outil qui automatise ou qui aide ponctuellement, vers quoi on pourrait se diriger? Quelle est la vision d'avenir qui se dessine? Alors, il y a une perspective que je trouve personnellement très stimulante, qui est proposée notamment par Mutlu Kukurova. C'est l'idée de dépasser la vision de l'IA comme simple substitut ou outil externe pour viser ce qu'il appelle une intelligence hybride humain-IA. Une intelligence hybride, qu'est-ce que ça signifie? L'idée clé, c'est que l'IA ne devrait pas seulement servir à faire des choses à notre place comme un tuteur qui explique à la place du prof. Elle pourrait aussi nous aider à mieux comprendre comment nous apprenons nous-mêmes, en nous donnant des modèles de nos propres processus cognitifs. Ça, c'est déjà intéressant. Et surtout, l'objectif ultime serait de créer des systèmes où humains et IA collaborent très étroitement pour augmenter nos capacités. Augmenter notre intelligence, notre créativité, notre capacité à résoudre des problèmes complexes. Une collaboration augmentée, en quelque sorte. C'est ça. Mais pour que ça marche, il y a des conditions importantes. D'abord, il faut absolument garder l'humain dans la boucle, comme on dit. Le fameux human in the loop. C'est crucial pour éviter ce que Kukurova appelle l'atrophie cognitive. Si on délègue trop nos compétences à la machine, on risque de les perdre. Un autre point essentiel, c'est de changer un peu le focus de l'évaluation. Ne pas regarder seulement le produit final, la bonne réponse, le texte terminé, mais s'intéresser et soutenir le processus d'apprentissage lui-même. Kukurova donne des exemples. Une IA qui donnerait un retour à un étudiant non pas sur la qualité de son texte, mais sur son engagement, ses stratégies pendant qu'il écrit, ou une IA qui aiderait un groupe à mieux collaborer. On évalue le chemin, pas seulement l'arrivée. Voilà. Une étude sur le design graphique va un peu dans le même sens. Elle imagine une collaboration où l'IA gère la vitesse, génère plein d'options, s'occupe des aspects techniques fastidieux, et l'humain, lui, se concentre sur la vision créative, la sensibilité, la résolution des problèmes ambigus, le jugement final. L'IA devient une super assistante, mais c'est l'humain qui pilote. Une répartition intelligente des tâches, en fonction des forces de chacun. Exactement. Ce qui ressort de ces perspectives, c'est qu'on a besoin de plus de recherche, surtout sur le long terme, pour comprendre l'impact réel de ces interactions humain-IA. Et qu'il faut développer ces technologies en étant vraiment centré sur l'humain, sur un apprentissage qui a du sens, qui est profond, et pas seulement sur la recherche d'efficacité à court terme. C'est passionnant, effectivement. On voit bien que l'IA en éducation, c'est bien plus qu'un nouvel outil technique. C'est une transformation profonde. Ça redéfinit le rôle de l'enseignant, l'expérience de l'élève, les compétences qu'il faut développer, peut-être même ce que ça veut dire apprendre.
Si on devait retenir quelques points clés de notre discussion, ce serait peut-être cette nécessité d'une approche critique, réfléchie, pas juste adopter les outils sans se poser de questions. L'importance d'une conscience éthique forte et partagée, le besoin énorme de formation continue pour les enseignants. Et puis, cette idée de viser une collaboration qui augmente l'humain plutôt qu'une simple substitution. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Le potentiel, il est là, il est immense pour améliorer l'éducation, c'est indéniable. Mais les défis, qu'ils soient techniques, pédagogiques, éthiques, sociaux, ils sont tout aussi immenses. Tout l'enjeu, pour les années qui viennent, ça va être de trouver ce point d'équilibre. Un équilibre qui est sûrement délicat. Comment on fait pour exploiter la puissance de l'IA, pour gagner en efficacité, en personnalisation, tout en préservant, et même en enrichissant, la dimension humaine, relationnelle, critique de l'apprentissage. C'est ça le défi central. Et pour finir, peut-être une dernière pensée, une question un peu vertigineuse qui est soulevée par certaines sources. On voit apparaître des IA capables de faire de l'auto-coaching ultra personnalisé, comme ce Future You AI Coach, ou d'analyser nos processus d'apprentissage les plus intimes via des données biométriques, comme dans le domaine de l'IELTS. Alors la question c'est, à mesure que ces IA nous comprendront de mieux en mieux peut-être, sur certains aspects mieux que nous-mêmes, comment est-ce que ça pourrait changer non seulement la façon dont on apprend, mais aussi notre rapport à nous-mêmes, notre conscience de soi, notre identité, notre épanouissement, dans ce contexte éducatif complètement transformé? Voilà qui laisse matière à réflexion pour nos auditeurs.